Lors de la découverte du Titanic, je n'ai pas été autorisé à révéler la vérité car j'avais travaillé pendant 30 ans dans le renseignement naval. Pendant des décennies, le Titanic a reposé dans le silence, ses secrets enfouis dans l'obscurité. Durant la guerre froide, nous avons perdu 2 sous-marins nucléaires américains et le Titanic s'est retrouvé entre les deux. Robert Ballard savait que l'histoire n'était pas terminée. Lorsqu'il atteignit l'épave, le fond marin révéla des preuves qu'aucun rapport ni survivant ne pouvait expliquer. Des instants figés, des décisions scellées dans l'acier. Il a vécu avec ce qu'il avait vu pendant des années. Bingo! Ouais, il fallait absolument que quelqu'un aille chercher Bob. Alors j'y suis allé, et là c'était là. Je veux dire, la chaudière était à l'écran. Oh, j'adore, j'adore. À présent, avant que le temps ne soit écoulé, Ballard finit par avouer ce qu'il a découvert, et cela menace l'histoire que le monde croyait connaître. Une légende avant l'heure. Avant même que le monde sache où reposait le Titanic, Robert Ballard avait déjà compris que ce qui s'y trouvait n'était pas seulement un navire, mais une vérité que l'histoire n'avait jamais pleinement affrontée. En 1912, le Titanic incarnait l'apogée de l'ambition humaine, un palais flottant présenté comme insubmersible. Les foules s'émerveillaient de sa grandeur, son acier, et sa vapeur symbolisant un progrès qui semblait promettre l'éternité. Mais dans la nuit du 14 avril, dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord, un iceberg brisa cet espoir. En quelques heures, plus de 500 âmes furent englouties par les ténèbres et les eaux glacées, ne laissant derrière elles que des récits et une question lancinante: où était passé le paquebot? Pendant plus de 7 décennies, le Titanic demeura un fantôme sous 3658 mètres de profondeur. Aucun plongeur ne put l'atteindre. Aucun sonar n'était assez précis pour la localiser. Elle n'existait que comme rumeur et légende, un souvenir éparpillé parmi les témoignages de survivants, les photographies et les rares objets échoués sur le rivage. Toutes les tentatives pour la retrouver se soldaient par un échec. L'océan patient garda ses secrets jusqu'à ce qu'un homme décide d'en percer les mystères. Robert Ballard poursuivait l'histoire depuis des années. Il avait cartographié des sous-marins engloutis et exploré les fonds marins avec la précision d'un scientifique et la fascination d'un poète. Pour lui, les profondeurs étaient un musée à cataloguer, un lieu où des histoires humaines se conservaient dans le métal et la rouille. Lorsqu'il entreprit de retrouver le Titanic en 1985, le monde s'attendait à une plongée technique, peut-être à quelques photos de la coque, un aperçu d'une légende perdue. Ce que Ballard découvrit changea tout. Il n'a pas seulement trouvé des restes d'acier et de rivets, mais le témoignage de vies interrompues. C'était un navire brisé par le temps et la violence, et pourtant étonnamment intact par l'histoire qu'il continuait de raconter. Au cœur de la mission, peu de gens en connaissaient l'existence. Au début des années 1980, l'US Navy était confrontée à un défi exigeant, secret et précision. 2 sous-marins nucléaires, l'USS Thresher et l'USS Scorpion, avaient disparu dans l'immensité de l'Atlantique, ne laissant derrière eux que des questions et des inquiétudes classifiées. Les localiser constituait une mission d'importance stratégique, mais la marine ne pouvait se permettre d'alerter les services de renseignement soviétiques à chaque balayage et à chaque écho sonore. Il leur fallait quelqu'un capable de naviguer en eau profonde avec expertise et discrétion. Robert Ballard, déjà un maître des fonds marins, correspondait parfaitement à ce besoin. La mission de la marine semblait simple, mais rien n'était censé être évident. Ballard avait pour mission de localiser les sous-marins disparus, de cartographier leurs épaves et de consigner les données relatives à la sûreté nucléaire. Chaque scan, chaque image exigeait une précision absolue, mais l'opération elle-même devait paraître inoffensive. Une intervention militaire ouverte aurait suscité des interrogations. Une couverture crédible était donc indispensable. Cette couverture devint le Titanic.
À cette époque, l'équipe de Ballard avait déjà mis au point des outils pour les profondeurs extrêmes. Des véhicules télécommandés pouvaient glisser sur le fond marin bien au-delà de la portée humaine, tandis que des submersibles fournissaient des images nettes sans perturber les fonds marins. L'objectif top secret de la marine coïncidait parfaitement avec une mission publique, la recherche de l'épave la plus célèbre de l'histoire. Le Titanic offrait la diversion idéale, une histoire que le monde accueillerait sans hésiter. Pour le public, l'expédition était une quête ambitieuse pour retrouver un paquebot légendaire disparu des décennies auparavant. Des caméras et des capteurs ont scruté les fonds marins, suivant les traînées de débris et cartographiant des zones jamais explorées par l'homme. Journalistes scientifiques et passionnés se sont concentrés sur les chaudières, les hublots et la silhouette étrange de la proue et de la poupe. Rares étaient ceux qui soupçonnaient que derrière cette effervescence, la véritable mission du Ballard consistait à cartographier les sous-marins nucléaires et à surveiller les conditions océaniques essentielles à la sécurité nationale. Des décennies plus tard, après la déclassification des documents et la liberté retrouvée de s'exprimer, Ballard a avoué la vérité. Les recherches sur le Titanic n'étaient qu'une ruse brillante, une histoire montée de toutes pièces pour masquer une mission bien plus délicate. Le public assista à une découverte historique. La marine a recueilli des renseignements et des données qui sont restés secrets pendant des années. La reconnaissance de Ballard n'a en rien diminué cet exploit. Au contraire, elle l'a magnifié, révélant le savoir-faire et l'ingéniosité nécessaires pour concilier découvertes scientifiques, sécurité nationale et intérêt du public. Ce dessin caché conférait au récit du Titanic une signification plus profonde. Il ne s'agissait plus seulement d'une catastrophe et d'ambition humaine, mais aussi de secrets, de stratégie et de calculs minutieux. La découverte qui a fasciné le monde était liée aux tensions latentes de la guerre froide qui se déroulaient loin des regards du public. Guidé par son profond respect pour l'histoire et sa maîtrise de la technologie, Ballard a su trouver cet équilibre avec une précision remarquable. La technologie qui a rendu cette découverte possible. L'océan à 658 mètres de profondeur était un monde, à part un lieu où la pression pouvait broyer l'acier et où l'obscurité s'étendait à perte de vue. Les plongeurs humains ne pouvaient l'atteindre, et le sonar conventionnel ne fournissait que des contours vagues. Ballard s'est alors tourné vers la technologie, concevant des outils qui lui permettraient de sonder l'abîme avec une clarté sans précédent. La pièce maîtresse était Argo, un traîneau télécommandé équipé de plusieurs caméras et d'un système de transmission vidéo en temps réel. Elle glissait silencieusement sur le fond marin, renvoyant des images d'une netteté telle qu'elle révélait des détails invisibles au sonar. Chaque inclinaison de la caméra, chaque réglage de l'éclairage transformait le fond de l'océan en une carte vivante. L'appareil se déplaçait lentement, méthodiquement, capturant non seulement les débris métalliques, mais aussi les subtiles traces d'histoire enfouies dans la vase et les sédiments. Parallèlement à Argo, se trouvait Angus, un système de caméras autonome, offrant une vision plus large des fonds marins. Angus pouvait explorer des zones situées au-delà de la trajectoire immédiate du traîneau, transmettant des flux d'images supplémentaires à la surface. Ensemble, ces systèmes ont révolutionné l'exploration océanique, rendant possible la navigation dans un monde jusque-là inaccessible à l'homme. Pour la première fois, il était possible d'approcher le Titanic sans mettre personne en danger dans ses profondeurs vertigineuses. Ballard adapta également sa stratégie. Les recherches au sonar traditionnel étaient lentes et ne permettaient souvent d'obtenir que des contours flous. Il abandonna cette approche au profit d'une méthode inspirée des travaux sous-marins, consistant à suivre les traînées de débris. Le Titanic s'était brisé au fond de l'océan, dispersant chaudières, poutres et effets personnels sur une vaste zone. En cartographiant ces traînées, Ballard put déduire l'emplacement des principales sections de la coque sans avoir besoin de les voir directement. Chaque fragment devenait un indice menant à l'histoire complète, une technique alliant patience et observation minutieuse.
La synergie entre technologie et stratégie était d'une précision remarquable. En surface, les opérateurs guidaient les traîneaux, ajustant vitesse et angle en fonction des informations en temps réel. Chaque image capturée par la caméra était à être analysée à la recherche d'indices aciers, tordus, formes évoquant une construction humaine, tout élément confirmant la présence du paquebot disparu. Ce processus exigeait autant d'intuition que de précision. En alliant innovation et sens tactique, Ballard a transformé un rêve spéculatif en une expédition réalisable. Le Titanic n'était plus une légende abstraite, ni une rumeur lointaine. Il devint un objectif concret atteignable grâce aux machines au savoir-faire et à la compréhension des mouvements et de la sédimentation des objets dans les profondeurs océaniques. Ces plongées révélèrent un premier aperçu d'un monde qu'aucun être humain n'avait jamais véritablement contemplé, un paysage caché, façonné par la tragédie et le temps. Le moment de la découverte. Après des semaines de recherches minutieuses, le premier signe concret du Titanic est apparu peu après minuit, le 1 heure septembre 1985. L'océan était resté obstinément vide, une toile sombre de boue et de silence. Puis, sur les écrans, quelque chose d'inhabituel apparut. C'était un fragment, une forme, qui n'appartenait ni à la nature, ni à la roche, ni au courant. L'équipage retint son souffle tandis que l'image se précisait. Le premier objet identifiable était une chaudière provenant des salles des machines du navire. Son immense forme rouillée reposait comme une relique dans une cathédrale sans soleil, un indice solitaire confirmant que la légende sous les flots était bien réelle. À partir de ce seul morceau, l'équipe a suivi une traînée de débris. Des poutres, des panneaux et des fragments tordus jonchaient le fond de l'océan, s'étendant bien au-delà de ce que quiconque avait imaginé. Chaque morceau racontait une histoire de séparation violente et de lente dégradation. Ballard guidait les traîneaux avec précision le long du sentier, sachant que quelque part sur ce chemin reposait le cœur même du Titanic. Après des heures de navigation parmi les vestiges épars, les deux imposantes parties de la coque apparurent enfin sur les écrans. La proue et la poupe étaient séparées par près de 600 mètres, brisées par les forces qui avaient déchiré le navire près de 74 ans auparavant. Ce spectacle était bien plus qu'une simple confirmation historique. C'était un moment profondément émouvant. Des morceaux d'acier rouillé émergeaient de la boue comme les os d'un géant oublié depuis longtemps. Escaliers, cloisons et rambardes se dressaient témoins solennels de l'ambition humaine qui avait permis la construction du navire. L'échelle était presque inconcevable. La proue pointue comme un poignard conservait une certaine élégance malgré son état de délabrement. La poupe déchirée et tordue semblait témoigner des forces violentes qui l'avaient arraché à sa proue. Pour Ballard et son équipe, l'instant était empreint d'un mélange d'admiration et de recueillement. Ils étaient témoins d'un événement resté caché à l'humanité pendant des décennies, et pourtant l'épave semblait vibrer du souvenir de ceux qui y avaient péri. Le site reposait à environ 350 000 nautiques au large de Terre-Neuve, loin des côtes dans des eaux si profondes qu'aucun plongeur ne pouvait y survivre. La pression à 658 mètres de profondeur était inimaginable, et pourtant, la technologie de Ballard a permis de révéler les fonds marins avec une précision remarquable. Chaque détail capturé par la caméra témoignait à la fois de l'ingéniosité humaine et de la puissance implacable de l'océan. En observant les épaves reposant dans la vase, Ballard comprit qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple naufrage. C'était le récit figé de l'ambition humaine, de l'échec et de la mémoire. La découverte a immédiatement redéfini les possibilités de l'exploration sous-marine. Pour le monde, le Titanic était passé du mythe à la réalité tangible. Pour Ballard, c'était la confirmation de décennies de préparation de stratégie et d'intuition.
Il n'avait pas seulement localisé un navire tombé dans la légende, mais avait ouvert une fenêtre sur les profondeurs de l'histoire elle-même. Chaque image, chaque cliché remontant à la surface portait le poids des vies perdues, les conséquences de l'orgueil humain et la beauté envoûtante d'un navire qui s'était jadis proclamé insubmersible. Les premières images réelles et ce qu'elles ont révélé. Les premières images capturées par les appareils photo de Ballard étaient sans précédent. Sur les écrans faiblement éclairés, apparurent d'abord les chaudières d'énormes cylindres qui avaient jadis propulsé le navire désormais abandonné et tordu sur le fond vaseux. Les plaques de la coque se déformaient en angles impossibles déchirés par la force du naufrage. Des poutres d'acier entrecroisées, tel le squelette d'une créature marine géante, et des fragments de machines éparpillés alentour témoignaient de l'ampleur et de la complexité qui avaient caractérisé le Titanic. Chaque image transmettait un mélange de clarté et de chaos, un hommage à la fois au savoir-faire humain et à la violence qui l'avait anéanti. Tandis que les traîneaux récupéraient d'autres morceaux de l'épave Ballard, se préparaient à de nouvelles plongées avec Alvan, le submersible habité capable d'emmener les explorateurs à des profondeurs où des navires ordinaires seraient engloutis. À l'intérieur, il vit plus que du métal. Des hublots jadis fenêtres des cabines de passagers encadrant l'océan ombragé comme des souvenirs figés. Des escaliers émergeaient des débris ornés, mais rongés par la corrosion, témoins du luxe qui avait fait la légende du Titanic. Même de petits vestiges, des panneaux de bois, des morceaux de meubles, des objets personnels, témoignaient des vies qui s'étaient déroulées à bord. Les espaces intérieurs d'une immobilité saisissante étaient un musée d'histoire préservé par la pression, le froid et l'éloignement de toute intervention humaine. Ces images confirmaient ce que les historiens avaient longtemps supposé sans pouvoir le prouver. Le Titanic s'était brisé en deux la proue et la poupe reposant séparément sur le fond de l'océan. La proue pointue et presque élégante, malgré les dégâts, gisait fièrement dressée. La poupe affaissée et tordue témoignait clairement des forces qui l'avaient arrachée à la partie avant lors du naufrage. Les témoignages des survivants avaient depuis longtemps fait allusion à cette séparation et des études médico-légales ultérieures l'avaient confirmé. Mais désormais la preuve était indéniable, figée dans des images saisissantes et irréfutables. Pour Ballard et son équipe, la portée de cette découverte dépassait largement la simple prouesse technique. Ils contemplaient l'état final d'un navire devenu légendaire, témoin direct de la réalité physique qui se cachait derrière des décennies d'histoire. Chaque boulon, chaque plaque tordue, chaque couloir obscur racontait une histoire qu'aucun document écrit ne saurait retranscrire. L'épave était bien plus que de simples débris. Ce fut le récit d'ambitions humaines, d'échecs de vie brisés et de souvenirs suspendus. L'association de caméras télécommandées et de submersibles habités permit à Ballard de raconter l'histoire du Titanic d'une manière que le monde put enfin comprendre. Ces images étaient saisissantes, car elles constituaient des preuves tangibles de l'histoire préservée dans un cadre que peu de gens auraient de la chance de connaître. Les observateurs à la surface comprirent l'immensité, la fragilité et la puissance silencieuse de ce qui se cachait sous les flots. Le Titanic n'était plus une histoire de rumeurs et de légendes. Grâce à ces premières images, il devint un témoin tangible et indéniable de son propre destin, un rappel des forces qui avaient façonné les deux navires et les vies à leur bord. Chaque photographie, chaque vidéo capturait un monde figé par le temps, au-dessus des flots, mais façonné par lui sous les vagues. Le Titanic était enfin passé du mythe à la réalité et la vérité qu'il révélait était aussi fascinante que n'importe quel récit. Ce que Ballard avait découvert sans jamais le révéler, alors même que les caméras immortalisaient le Titanic dans toute sa splendeur rouillée et déformée,
Ballard savait qu'il se trouvait face à bien plus qu'une simple épave. C'était une tombe, un lieu où l'ambition et les vies humaines s'étaient heurtées à l'océan impitoyable. Il refusa d'emporter le moindre objet, comprenant que prélever des objets sur le site reviendrait à profaner l'histoire, plutôt qu'à lui rendre hommage. Pour lui, le Titanic n'était pas un trésor, mais un mémorial solennel préservé par le froid, la pression et le silence des profondeurs. L'épave elle-même semblait exiger le respect. Des rustiques formations en forme de stalactites créées par des microbes, dévorant le fer, recouvraient les poutres et les plaques, consumant lentement la coque, tout en préservant sa forme. Elle pendait comme les témoins du temps délicate et pourtant implacable, transformant le métal en sculpture fragile. Chaque aspérité racontait une histoire de décomposition, révélant que le Titanic continuait de se dégrader, même des décennies après son naufrage. Ballard observait ces formations avec fascination et respect, percevant la dualité de la destruction et de la préservation à l'œuvre. Au sein de l'épave, des traces de vie humaine subsistaient. Des chaussures éparpillées et usées témoignaient silencieusement des personnes qui avaient jadis occupé le navire. Des fragments de bagages d'effets personnels et d'objets du quotidien évoquaient des vies brutalement interrompues. Ces objets petits mais chargés d'émotions étaient des fragments ordinaires d'un monde englouti sous les flots. Ils témoignaient d'instants figés de souvenirs préservés, non par des photographies ou des documents, mais dans les vestiges laissés là où les corps s'étaient depuis longtemps décomposés. Les explorateurs ont méticuleusement documenté ces traces, capturant photographies et vidéos qui traduisaient à la fois l'immensité du naufrage et l'intimité de la perte humaine. La coque tordue et corrodée offrait un décor austère à ces vestiges. Des escaliers menaient à des couloirs vides. Des hublots laissaient entrevoir une eau noire au lieu de cabine. Les murs jadis ornés de décorations ne portaient plus que la rouille et les sédiments. Chaque détail révélait la fragilité de l'effort humain face à la force de l'océan. Ballard aborda le site comme un témoignage sacré où chaque objet et chaque formation recelaient une signification inaliénable. Il a tout documenté, cartographiant l'épave avec soin, tout en la laissant intacte, la laissant ainsi témoigner de la perte et de l'histoire. Le Titanic a survécu à la dégradation exprimée par des débris rustiques, des chaussures éparpillées et de l'acier brisé. Son histoire ne vivait pas dans des objets transportés dans des musées, mais dans une observation attentive, guidée par le respect et la retenue. Au final, le Titanic demeura un monument sous les flots, à la fois tombeau et témoin de l'histoire s'effaçant peu à peu sous l'effet du temps, tout en conservant les récits des vies qu'il a fauchées. Ballard s'assura qu'il en soit ainsi. Ce qui est resté intact à bord du Titanic recèle des histoires de vie perdues. Mais sur le site de l'épave, la présence humaine se fait davantage sentir par son absence que par sa présence physique. Aucun corps ne subsiste. La pression écrasante et les températures glaciales à 3658 mètres de profondeur, bien au-delà de ce que les scientifiques appellent la profondeur de compensation du carbonate de calcium, empêchent toute matière organique de survivre. Ce qui subsiste, ce sont des objets personnels, fragments d'un monde qui prospérait jadis au-dessus des vagues. Chaussures, vaisselle, lettres et vêtements gisent éparpillés sur le fond marin, témoins silencieux de la tragédie, marquant les lieux où des vies existaient et ont désormais disparu. Ballard a souligné l'importance de ces artefacts. Ce n'étaient pas des trésors à collectionner ou à exposer. C'étaient des échos de l'humanité préservés dans un environnement hostile et impitoyable. Chaque objet portait le poids d'une histoire, un instant figé, au moment où le navire a sombré. L'absence de corps accentuait la force dramatique de ces vestiges. Une chaussure couchée sur le côté évoquait un pas précipité.
Une valise ouverte suggérait des projets brutalement abandonnés. Ces vestiges formaient un mémorial silencieux, témoignant de l'ampleur de la perte, sans avoir besoin de mots ni de photographies. L'épave elle-même est reconnue comme site d'importance historique et culturelle. Depuis 2012, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et soumise aux lois internationales visant à préserver le patrimoine maritime. Ces mesures reconnaissent que le Titanic est bien plus qu'une simple épave. C'est une tombe, un témoignage de l'ambition et de la vulnérabilité humaine, un monument qui appartient non pas à des individus ou à des gouvernements, mais à la mémoire collective. Les opérations de sauvetage ont permis de récupérer plus de 500 objets soigneusement catalogués et exposés dans des musées du monde entier. Ces objets constituent un lien tangible avec les personnes qui ont navigué à bord du navire, mais Ballard lui-même n'a jamais autorisé leur déplacement. Il était convaincu que la préservation la plus significative s'effectuait sur place, là où l'histoire et la tragédie rencontrent le fond de l'océan. En parcourant le site, on prend conscience de l'ampleur du bilan humain. La proue et la poupe séparées et figées dans le silence sont des monuments à elles seules. Les objets personnels éparpillés parmi les débris nous rappellent que chaque chiffre sur les listes de victimes représente une vie, une histoire brutalement interrompue. Il y a une dignité solennelle dans ce silence, une insistance tranquille à affirmer que ces événements ne seront pas oubliés, même si les personnes concernées ont disparu. Le Titanic sous les flots demeure à la fois un avertissement et un souvenir. Il révèle la fragilité des projets humains, l'imprévisibilité de la nature et la permanence de la mémoire sous des formes inattendues. Le travail de Ballard a permis de garantir que même si les corps ne survivent plus, les histoires, les objets et le poids des vies perdues restent intacts. Le Titanic aujourd'hui entre délabrement et redécouverte. Des décennies après sa découverte, le Titanic continue de révéler de nouveaux chapitres malgré sa dégradation. Les explorations modernes révèlent que des parties autrefois solides comme le bastingage avant s'effondrent sous leur propre poids. La rouille et la corrosion progressent inexorablement, remodelant l'épave et effaçant lentement les structures qui ont résisté au naufrage initial. Les experts préviennent que dans les décennies à venir, de larges portions du navire pourraient disparaître complètement, ne laissant que des fragments éparpillés au fond de l'océan. Le navire que la légende croyait immortel se soumet peu à peu aux forces qui le convoitaient. Malgré cette dégradation, l'épave réserve encore des découvertes inattendues. Des explorateurs ont récemment mis au jour des objets enfouis depuis des décennies sous les débris. Parmi les objets les plus remarquables figure une petite statue, la Diane de Versailles, préservée dans l'épave. Des objets comme celui-ci offrent un lien poignant avec les personnes à bord, reflétant leur goût et leur vie bouleversée en une seule nuit. Chaque découverte enrichit notre compréhension de la tragédie, tout en soulignant la fragilité et la fugacité de ce qui subsiste. Certains objets récupérés ont fait le tour du monde, offrant au public un lien tangible avec le Titanic. Des pièces comme le « gros morceau », un fragment de coque de 15 tonnes, permettant aux visiteurs de découvrir une partie du navire sans avoir à plonger. Ces objets font dialoguer l'histoire avec le présent, suscitant réflexion et fascination. Le reste de l'épave repose toujours dans l'océan, se transformant lentement sous l'effet de la corrosion qui remodèle son acier, préservant ainsi son ampleur et son histoire à l'état brut. Les travaux de Ballard ne se sont pas limités au Titanic. Il a localisé d'autres épaves emblématiques, notamment le cuirassé allemand Bismarck, le porte-avions USS Yorktown et le PT-109 de John Kennedy. Chaque expédition témoignait de son engagement à exhumer l'histoire sans perturber son environnement. Son approche alliait une documentation scientifique rigoureuse à une capacité à transmettre les récits humains liés à ces sites, permettant ainsi au public de vivre l'histoire de manière vivante et directe. Aujourd'hui, le Titanic est un symbole puissant.
Ballard a veillé à ce que l'épave soit observée avec soin, préservant ainsi son histoire et partageant sa signification avec le monde entier. Le navire continuera peut-être de se dégrader, mais son récit, les vies qu'il transportait et les leçons qu'il nous offre demeurent vivants et accessibles à tous ceux qui souhaitent explorer son histoire. Ce que Ballard a finalement admis. Lorsqu'il s'est finalement penché sur le Titanic, Robert Ballard a clarifié un point: il n'a jamais été question de découvrir un objet secret, ni de mettre en scène une révélation spectaculaire. Ce qu'il découvrit allait bien au-delà. L'épave déchirée par la force et le temps sa proue et sa poupe séparées, l'acier tordu et rongé, racontait encore une histoire qu'aucun livre, ni aucune photographie ne saurait pleinement saisir. Ce qui le marqua le plus, ce furent les traces des hommes. Des objets personnels marquaient les lieux où des vies s'étaient autrefois déroulées. Pour Ballard, le Titanic était un témoignage gravé dans le métal et la décrépitude. Des chaussures gisaient là où les passagers se pressaient jadis. Des hublots donnaient sur des couloirs désormais déserts. Les escaliers étaient toujours là, témoins de moments à la fois ordinaires et historiques. Il ne s'agissait pas de curiosités destinées à être exposées. Ces vestiges témoignaient que des gens y avaient vécu, y avaient fait des projets et y avaient cru en l'avenir du haut de ces mêmes pontons. Tandis qu'il évoquait le site, le ton de Ballard passa de la découverte à la responsabilité. Cette mission n'était pas qu'une simple victoire technique. C'était un choix moral. Il estimait que l'épave méritait d'être préservée et non détruite. Emporter des objets reviendrait à dénaturer le lieu. Le site revêtait une importance particulière en raison de ce qui y était resté intact. En laissant tout en place, Ballard a préservé l'histoire dans son ensemble, permettant ainsi de l'étudier, de la cartographier et de la comprendre sans qu'elle ne soit réduite à de simples souvenirs. Cette décision a façonné la perception que le monde aurait du Titanic par la suite. Ballard a démontré que certaines découvertes perdent de leur valeur lorsqu'elles sont revendiquées. La force de celle-ci résidait dans la retenue. Les images, la documentation et l'observation attentive sont devenus les outils et non l'extraction. L'épave est restée intacte, constituant un témoignage historique précieux au lieu d'être dispersée en morceaux dans diverses collections. En la partageant, Ballard a révélé quelque chose de bien plus important qu'une simple épave. Il a démontré la fragilité de l'ambition humaine face à l'océan et au temps. Nos plus grandes créations ne durent pas, ne durent pas éternellement. Elles ne perdurent que tant que les circonstances le permettent. Aujourd'hui, les mots de Ballard résonnent encore de ce dont il a été témoin. Le Titanic est toujours le témoin de son histoire à travers l'acier, la corrosion et sa structure. Pour ceux qui prennent le temps de l'observer attentivement, il continue d'offrir un aperçu de l'histoire de la mortalité et des traces fragiles que l'humanité laisse derrière elle. Merci d'avoir regardé. À la prochaine!